Commençons une nouvelle vidéo sur la chaîne, bienvenue à Crime Macabre. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et ne manquez aucune vidéo. La playlist complète est dans le premier commentaire. Passons à l'affaire d'aujourd'hui, et n'oubliez pas de laisser un like, cela aide beaucoup à la diffusion. Le 31 mai 1995, un mercredi, un jeune couple est arrivé à l'Oslo Plaza Hotel, un hôtel 5 étoiles dans la capitale norvégienne, Oslo. À cette époque, c'était l'hôtel le plus luxueux de la ville. La femme était jeune, avec des cheveux noirs et courts, des yeux bleus et quelques taches de rousseur sur la joue gauche et le menton. Lors de l'enregistrement, la réceptionniste a pris ces informations. Elle s'est présentée comme Jennifer Fergat, 21 ans, et a déclaré que son compagnon s'appelait Louis Fergat. Elle a enregistré son adresse comme rue de la Stide 148, dans un petit village en Belgique. Les employés se rappellent qu'elle avait un accent typique de l'Allemagne de l'Est. Lorsqu'elle a rempli le formulaire, elle a écrit Fergat avec un E, mais la réceptionniste a noté avec un I. Elle n'a présenté aucun document pour prouver son identité. Étant un hôtel 5 étoiles, ce n'était pas bon marché, coûtant environ 282,90 $ par nuit, si l'on convertit en valeurs actuelles. La réceptionniste a remis la clé de la chambre 2805, et le couple est monté, vers 22h44. Le 3 juin, la réceptionniste de jour, Eve, a remarqué que le couple prolongeait son séjour sans payer aucune des nuits et sans présenter une carte de crédit lors de l'enregistrement. Il était 19h30 lorsqu'Eve a décidé d'envoyer un message à leur chambre, qui est apparu sur l'écran de télévision demandant de contacter la caisse. Avec la télécommande, ils ont répondu en appuyant sur le bouton OK. Eve a constaté que 2 messages similaires avaient déjà été envoyés auparavant. Elle a appelé l'équipe de nettoyage pour comprendre pourquoi la chambre n'avait pas été nettoyée vendredi et samedi. Les femmes de ménage ont expliqué que le panneau ne pas déranger était sur la porte et que, jeudi, l'une d'elles était entrée pour nettoyer, mais la chambre était intacte, comme si personne n'y avait dormi. Après cela, elles ne sont plus entrées dans la chambre. Trouvant cela très étrange, Eve a appelé le responsable de la sécurité de l'hôtel ce soir-là, Espen, 25 ans, pour vérifier la chambre et voir si tout allait bien. Espen est monté jusqu'au 28e étage et est arrivé à la chambre 2805 vers 19h50. Il a frappé à la porte et, une seconde plus tard, a entendu un bruit fort. Comme la porte était lourde et les murs en béton, le son était étouffé. Il a immédiatement pensé que c'était un coup de feu et s'est caché. Il savait qu'il y avait 2 personnes dans la chambre et imaginait que quelqu'un sortirait, alors il se cacha en attendant. Espen avait une radio qu'il pouvait utiliser pour communiquer avec l'équipe de l'hôtel, mais il décida de ne pas envoyer de message. Il attendit quelques secondes, et quand rien ne se passa, il courut vers l'ascenseur, alla jusqu'à la guérite et informa le chef de la sécurité du bruit étrange qu'il avait entendu. Ils décidèrent d'appeler la police. Espen demanda si les invités étaient dangereux, mais la police n'avait aucun enregistrement de ces noms. Pendant qu'il était en ligne, le chef de la sécurité se rendit à la chambre et frappa à la porte, mais personne ne répondit. Il était déjà 20h40, ce qui signifie que la chambre était sans surveillance depuis 15 minutes. On ne sait pas si quelqu'un est entré ou sorti pendant cette période. Le chef de la sécurité avait une carte clé qui ouvrait toutes les portes et décida d'ouvrir celle de la chambre. Il remarqua que la porte était verrouillée de l'intérieur, ce qui indiquait que les personnes à l'intérieur ne voulaient que personne n'entre. Seuls les employés de l'hôtel pouvaient entrer. En ouvrant une fente de la porte, une odeur forte l'atteignit. Il vit une femme allongée sur le dos, immobile, dans le noir. Il l'appela, mais n'obtint aucune réponse. Il décida alors de ne pas entrer. Il referma la porte et appela de nouveau la police, informant qu'il y avait une personne morte dans la chambre. La police mit encore 30 minutes à arriver. Lorsque les policiers arrivèrent, ils se rendirent immédiatement à la chambre. Le policier Aldon fut l'un des premiers à arriver et vit la femme allongée sur le dos, exactement comme le chef de la sécurité l'avait rapporté. Elle avait reçu une balle dans le front et semblait être morte instantanément. Il n'y avait aucun signe de lutte dans la chambre, qui était impeccable et suggérait qu'elle était seule tout le temps. Elle avait perdu beaucoup de sang et tenait une arme dans la main droite, posée sur la poitrine. La télévision de la chambre était encore allumée, et la chambre était rangée comme si personne ne l'avait utilisée. Ils trouvèrent une valise et une mallette. Avant même l'arrivée des experts, la police croyait déjà être face à un cas de suicide. Les experts commencèrent immédiatement l'enquête.
Cette nuit-là, lorsqu'ils firent leur enregistrement, ils reçurent 2 cartes clés, toutes 2 trouvées dans la chambre. La porte était verrouillée de l'intérieur et la fenêtre était entr'ouverte, avec une façade en verre qui s'étendait jusqu'à la fin du bâtiment. Parmi les affaires de la femme, ils trouvèrent 34 cartouches de munitions, mais rien qui puisse l'identifier. Il n'y avait ni portefeuille, ni carte de crédit, ni permis de conduire, ni passeport, ni argent, ni clé de maison ou de voiture. Rien. Pas même des produits d'hygiène personnelle, comme une brosse à dents ou du maquillage. Elle portait une montre au poignet droit de la marque Citizen Aqualand. La seule chose trouvée avec elle était un flacon vide de parfum pour homme, qui pourrait lui appartenir. La police trouva plusieurs vêtements dans la chambre, mais toutes les étiquettes avaient été arrachées, et il n'y avait que des hauts, pas de bas. Certaines étiquettes avaient été soigneusement retirées, point par point. La seule pièce avec une étiquette était une veste de la marque allemande René Lazare, dont l'étiquette était dans la doublure, impossible à retirer sans déchirer. Cela indiquait seulement que la veste était vendue en Allemagne. La valise trouvée dans la chambre, bleu turquoise de la marque Travelin, également allemande, suggérait qu'elle avait été apportée ou achetée en Allemagne. Le nom des fabricants avait été retiré des semelles des chaussures, ne laissant que produits en Italie. La seule somme d'argent liée à elle était un billet norvégien de 50 couronnes, donné comme pourboire la veille. À l'époque, il n'y avait pas de billet unifié des pays européens, donc cela montrait seulement les endroits par où elle était passée. Un autre fait intrigant est que, lors de l'enregistrement, ils n'ont présenté aucun document, n'ont pas payé pour le séjour et n'ont présenté aucune carte de crédit, ce qui était la procédure standard dans un hôtel 5 étoiles. Cet hôtel spécifique était assez strict en matière de sécurité. Tout semblait très étrange, et toute information pouvant confirmer son identité avait été supprimée ou emportée par quelqu'un. La seule information que la police avait été la fiche d'enregistrement, où elle s'était inscrite comme Jennifer Fergat, mais la réceptionniste avait écrit le nom de famille différemment. La fiche indiquait une date de naissance au 28 août 1973 et un numéro de téléphone en Belgique, où elle prétendait vivre. Tout indiquait qu'elle était seule au moment de sa mort. La chambre était verrouillée de l'intérieur, sans signe de lutte, rien n'indiquant la présence d'une autre personne. La police a conclu qu'elle s'était suicidée. Une ordonnance de test de laboratoire a été envoyée au Service national d'investigation criminelle, affirmant que la mort était un suicide. Un autre document de la police alléguait une chance de 99,9% qu'il s'agisse d'un suicide. Il n'y avait pas de parents à informer ou à contacter la police belge. Les enquêteurs ont découvert qu'il n'existait personne du nom de Jennifer ou Louis Fergat, et toutes les informations fournies lors de l'enregistrement étaient fausses. Dans la chambre, des empreintes digitales ont été collectées sur 3 bouteilles de soda, un verre, un sac de chips et sur le flacon de parfum, tout appartenant à la femme morte. Aucune empreinte digitale n'a été trouvée sur l'arme ou sur le chargeur. Pour les enquêteurs, le cas semblait simple, mais il est rapidement devenu un cauchemar plein de mystères. Ils ont commencé à soupçonner qu'il pouvait y avoir plus de choses à découvrir, peut-être un crime, car la réceptionniste avait vu la femme accompagnée d'un homme lors de l'enregistrement. L'homme qui accompagnait la femme était un peu plus grand, mesurant environ 1,85 mètres, et semblait avoir entre 35 et 40 ans, plus âgé qu'elle. Après l'enregistrement, il a simplement disparu. L'hôtel était connu pour sa sécurité rigoureuse, avec des caméras installées, mais la police n'a jamais vérifié ces images. L'arme utilisée dans le crime n'a fourni aucune piste utile, car son numéro de série avait été effacé de manière professionnelle avec de l'acide. Les techniciens ont réussi à récupérer quelques numéros, mais pas assez pour retrouver l'origine de l'arme. Ils savaient seulement qu'elle avait été fabriquée en Belgique entre 1980 et 1990. Les enquêteurs ont déterminé que 2 coups de feu avaient été tirés dans la chambre. Un coup de test, tiré contre un oreiller pour étouffer le son, et le second, qui l'a tué, une balle dans le front qui a traversé sa tête, le matelas et s'est arrêtée dans le sol en béton. L'arme trouvée avait 7 balles dans le chargeur, totalisant 34 cartouches avec les 25 trouvées parmi ses affaires. Dans les semaines suivantes, l'enquête a été traitée comme un homicide, mais sans nouvelles informations, elle est revenue à la théorie initiale de suicide. La femme mesurait 1,59 mètres et pesait 67 kg. Bien qu'elle ait dit lors de l'enregistrement qu'elle avait 21 ans, les pathologistes pensaient qu'elle avait environ 30 ans, avec une variation possible de 5 ans de plus ou de moins. Ces empreintes digitales n'avaient pas de correspondance dans la base de données d'Interpol. Elle avait des traitements dentaires coûteux, courant aux États-Unis et dans certains pays européens comme les Pays-Bas,
l'Allemagne et la Suisse. Les enquêteurs espéraient que les rapports de personnes disparues aideraient à l'identification, mais personne ne l'avait signalé comme disparu. La première tentative de réserver une chambre au Oslo Plaza a eu lieu le 22 mai, un lundi. Elle a rappelé le 31 mai pour modifier sa date d'arrivée, informant qu'elle arriverait cette nuit-là avec un accompagnateur. L'enregistrement a été effectué à 22h44, une heure de pointe, ce qui lui a permis de faire l'enregistrement sans preuve d'identité. La réceptionniste avait noté que le numéro du passeport devait être rempli, mais cela n'a pas été fait. La police a vérifié la liste des passagers de toutes les compagnies aériennes ce jour-là, mais n'a rien trouvé. À mesure que l'enquête avançait, il y avait plus de questions que de réponses, rendant l'affaire encore plus mystérieuse. À ce stade, le sous-chef de la police a désigné 5 des enquêteurs en homicide les plus expérimentés pour s'occuper de l'affaire. De nouvelles théories ont émergé, y compris la possibilité que la femme du Plaza, comme on l'appelait, faisait partie d'une grande opération anti-drogue et que quelque chose avait mal tourné, conduisant à sa mort ou à son suicide. Une autre théorie suggère qu'elle pourrait être liée à un service secret, ce qui expliquerait la suppression de toutes les pistes sur son identité. Une autre possibilité est qu'elle était une tueuse à gages, en mission en Norvège, ou même une prostituée de luxe. On a également considéré qu'elle pourrait être simplement une femme déprimée qui avait choisi cet hôtel pour mettre fin à ses jours. La police norvégienne est allée jusqu'à enquêter sur une possible connexion de la femme du Plaza avec la mafia italienne, soupçonnant qu'elle pourrait être l'épouse disparue de Leoluca Bagarella, un chef mafieux. Cependant, la police italienne a rejeté ce lien. En parlant aux employés de l'hôtel, ils ont découvert que la femme parlait anglais et allemand, mais peu d'autres informations ont été révélées. L'hôtel utilisait un système de serrure numérique qui n'enregistrait que les entrées, pas les sorties. Il y a eu peu d'entrées enregistrées dans la chambre, à minuit et 21 minutes le 1er juin, à 8h34 du matin, à midi et 50, lorsque la femme de chambre est entrée et a trouvé la chambre intacte, puis à nouveau à 8h50 du matin le lendemain, et à 11h03. À 8h23, il y a eu une commande de service d'étage qui a été livrée dans la chambre de Jennifer. C'était la dernière fois qu'elle a été vue, environ 24 heures avant sa mort. Christian, l'employé responsable du service d'étage, se souvient que Jennifer a passé une commande à 20h06 et a donné un généreux pourboire de 50 couronnes, une somme importante à l'époque. L'employé a remarqué qu'il y avait beaucoup de bagages dans la chambre et a pensé que Jennifer pourrait être une hôtesse de l'air. Cependant, une valise à roulettes vue précédemment a disparu après la découverte du corps. Au moment de la livraison, Jennifer portait un costume bleu foncé ou noir et une jupe longue, des vêtements qui n'ont pas été retrouvés sur place par la suite. L'absence de ces vêtements et le fait que Jennifer ait passé autant de temps dans la chambre indiquaient, pour les enquêteurs, qu'elle pourrait se préparer à la fin. La police a enquêté sur l'affaire pendant 1 an, mais n'a trouvé aucune autre information. L'homme mystérieux n'a jamais été revu, et personne n'a recherché Jennifer. Le 26 juin 1996, presque 1 an après l'incident, il a été décidé d'enterrer le corps de Jennifer dans le cimetière d'Oslo. Pendant tout ce temps, la police a gardé le corps en espérant que quelqu'un le réclamerait ou l'identifierait. À ce moment-là, le journaliste Lars Christian Wagner s'est impliqué dans l'histoire. Il écrivait des reportages sur des personnes disparues et des corps non identifiés et a décidé de faire un article sur elles. Lorsque la femme du Plaza a été enterrée, sa pierre tombale ne portait pas de nom, car on pensait que le nom qu'elle avait utilisé était faux. Le journaliste qui a couvert l'affaire estimait qu'elle méritait un nom et, en 1996, il a publié un article sur elle. Au cours des 20 années suivantes, il a continué à revenir sur l'histoire, car c'était une affaire qui le fascinait profondément. L'une des rares pistes était l'adresse qu'elle avait fournie à Verlaine, une petite ville en Belgique. Le journaliste a décidé de s'y rendre, espérant découvrir un lien quelconque. Il a compté sur l'aide d'un journaliste local nommé Cédric, croyant que ce serait plus facile avec un résident de la région. Ils espéraient que, dans une ville si petite, il serait simple de trouver quelqu'un qui la connaisse simplement en montrant sa photo. Cependant, personne dans la ville ne l'a reconnue, et l'adresse qu'elle avait fournie n'existait pas. Le numéro de téléphone qu'elle avait donné était de la région, ce qui suggérait une certaine familiarité avec l'endroit, mais rien d'autre n'a été trouvé. Elle avait également mentionné travailler pour une entreprise appelée Serbie, qui n'existait pas, mais il y avait une entreprise belge nommée Cerberus, indiquant qu'elle connaissait la région. Des portraits d'elle ont été distribués dans plusieurs villes, mais personne ne s'est manifesté pour identifier la femme ou fournir des informations à son sujet. Dans la chambre d'hôtel, bien qu'elle semblait intacte,
une serviette mouillée dans la salle de bain indiquait qu'elle avait pris une douche peu de temps avant de mourir. Malgré toutes les preuves pointant vers un suicide, le journaliste avait des doutes. Les vêtements qu'elle portait, des talons hauts et une robe noire, semblaient plus appropriés pour sortir que pour se suicider. De plus, la quantité de cartouches de munitions trouvées était étrange pour un suicide. Une autre particularité était la position de l'arme. Elle tenait encore le pistolet, une arme puissante, avec le doigt sur la gâchette, ce que le journaliste trouvait difficile à croire étant donné le fort recul de l'arme. Dans l'épisode de la série Unsolved Mystery sur Netflix, un expert retraité a expliqué qu'avec une arme aussi puissante, le recul aurait dû provoquer la chute de l'arme ou du corps différemment. Le chef de la pathologie a affirmé que, si elle s'était vraiment suicidée, il aurait dû y avoir des taches de sang et de poudre sur ses mains, ce qui n'a pas été trouvé. Normalement, les personnes qui se suicident avec une arme à feu utilisent les deux mains, surtout si elles sont nerveuses ou tremblantes. Pour tenter de mieux comprendre ce qui s'était passé, le journaliste a décidé de recréer la scène du crime avec l'aide de deux spécialistes. L'un d'eux était Perry Versant, un enquêteur retraité du Service national d'investigation criminelle. Ils ont recréé la scène du crime et discuté des différentes possibilités, croyant qu'elle avait peut-être été assassinée, même sans signe de lutte. Ils ont envisagé l'hypothèse qu'elle était sous l'influence de drogue, mais à l'époque de l'incident, la police n'avait effectué que des tests de toxicologie pour l'alcool, qui étaient négatifs. Pour mieux comprendre les événements survenus dans la chambre, le journaliste Lars a décidé de monter une chronologie. La carte clé de l'hôtel enregistrait toutes les entrées dans la chambre, mais pas les sorties. Comme elle n'avait pas souvent utilisé la clé, la police croyait qu'elle avait passé la majeure partie du temps dans la chambre, peut-être à se préparer pour se suicider. Cependant, les femmes de chambre qui ont nettoyé la chambre le jeudi vers 13h ont affirmé qu'elle était vide. La porte de la chambre n'a été ouverte à nouveau que 20 heures plus tard, à 8h50 le vendredi. Cette longue période hors de la chambre a soulevé plusieurs questions. Où était-elle? Avec qui? Que faisait-elle? Lars a également envisagé la possibilité qu'elle soit une agente secrète ou une tueuse à gages. Cela soulevait la question de savoir pourquoi elle aurait choisi l'Oslo Plaza, un hôtel connu pour des réunions politiques et des négociations importantes, y compris des rencontres secrètes entre Israël et les autorités palestiniennes. Lars a parlé avec Ola Kger, ancien chef du groupe 14 des services de renseignement norvégiens, pour explorer les théories concernant un agent. Ola a suggéré que la mort de la femme pourrait être une opération de renseignement très réussie et même une exécution. Il a expliqué que les agents secrets enlèvent souvent les étiquettes des vêtements pour rendre l'identification difficile et que verrouiller une porte de l'intérieur ne serait pas un problème, car les agents peuvent manipuler les serrures facilement. La théorie selon laquelle elle était une agente secrète expliquerait également pourquoi personne ne l'a identifiée. En général, le gouvernement prend soin des familles de ses agents, offrant même un soutien financier. Un autre point intrigant pour le journaliste était la question des vêtements. Elle avait un pull en coton, une longue veste en cuir noir, un débardeur, un blazer gris et un pardessus. Dans le sac de voyage, il y avait un collant noir, un haut en soie noire et 3 soutiens-gorge, mais il n'y avait pas de vêtements pour la partie inférieure du corps, à l'exception d'un short en soie qui ressemblait à un pyjama. Au moment de sa mort, elle portait des chaussures, des chaussettes, un soutien-gorge, un short de pyjama en soie et une longue veste en coton qui allait jusqu'aux cuisses. L'absence d'autres vêtements inférieurs semblait étrange et soulevait encore plus de doutes sur ce qui s'était réellement passé. Les seules chaussures trouvées dans la chambre étaient celles que portait la femme du plaza. Lars, le journaliste, a réussi à parler avec une femme de chambre qui s'occupait du 28e étage. Elle se souvenait d'avoir nettoyé la chambre le 1er juin, accompagnée d'une collègue en formation. La chambre était pratiquement propre, mais elle a remarqué qu'il n'y avait qu'une seule chaussure. Cela soulevait 2 possibilités. Soit la femme avait plus de chaussures qui ont été retirées par quelqu'un qui l'a tuée, soit elle est sortie de la chambre pieds nus. Lars a montré des photos des chaussures que portait le corps et la femme de chambre a dit que ce n'étaient pas les chaussures qu'elle avait vues dans la chambre. Lars a enquêté sur ce cas pendant de nombreuses années. Comme l'incident s'était produit en 1995, il croyait que les avancées technologiques pourraient aider à résoudre l'affaire. Cependant, il y avait un problème. Toutes les preuves collectées, comme les échantillons de sang, avaient été détruites 1 an plus tard, lorsque l'affaire avait été classée et le corps enterré. En 2015, Lars a suggéré au sous-chef de la police qu'une dernière tentative soit faite pour identifier Jennifer Fergat. Il a convaincu les autorités d'exhumer le corps, la seule façon d'obtenir un échantillon d'ADN.
L'exhumation a été autorisée et réalisée le 16 novembre 2016. Il restait plus de tissu que prévu, ce qui a permis d'obtenir un profil complet d'ADN. Le profil a été envoyé pour analyse, avec l'espoir de découvrir qui était cette femme et ainsi élucider ce qui s'était passé dans la chambre. Quand le résultat est sorti, ils ont découvert que la femme était d'origine européenne. Étant donné qu'un des employés de l'hôtel avait mentionné son accent d'Allemagne de l'Est, ils pensaient qu'elle venait de là ou avait vécu une partie de sa vie dans cette région. Mais c'était tout ce qu'ils pouvaient découvrir. Il n'y avait pas de profil ADN compatible pour l'identifier. Cherchant d'autres moyens de l'identifier, Lars a pensé à son âge. Elle avait enregistré qu'elle avait 21 ans, mais le légiste avait déterminé qu'elle en avait 30, avec une marge de 5 ans de plus ou de moins. Lars a alors consulté Henrik Drude, un professeur suisse spécialisé en médecine légale. Dans l'émission Unsolved Mystery, Henrik a expliqué que pendant la guerre froide, 1955 à 1963, les explosions nucléaires avaient augmenté les niveaux de carbone 14 dans l'atmosphère. Ce carbone 14 est incorporé dans l'émail des dents, permettant de déterminer l'âge d'une personne en comparant la concentration de carbone 14 dans l'émail à celle de l'atmosphère à l'époque. Avec cette technique, le professeur a déterminé qu'elle était probablement née en 1971, ayant 24 ans au moment de sa mort. Le journaliste a vu cela comme une avancée dans l'enquête, car il savait maintenant qu'elle était probablement née entre 1970 et 1972 et avait passé son enfance en Allemagne de l'Ouest, limitant ainsi sa région d'origine. Avec ces informations, Lars a décidé de travailler avec le plus grand journal d'Europe, le Bild Zeitung, à Berlin, qui atteint 10 millions de lecteurs chaque jour. Il espérait que quelqu'un la reconnaîtrait et aiderait à identifier la femme du Plaza. Lars a reçu plusieurs conseils, mais jusqu'à présent, aucun n'a conduit à une conclusion définitive. Il a également enquêté sur la montre de plongée que la femme portait, une Citizen Aqualand, très populaire à l'époque. L'Interpol de Tokyo a réussi à localiser le fabricant, qui a informé que la montre avait été produite en janvier 1992, mais n'a pas pu dire où elle avait été vendue. La montre avait 3 piles du type 370, fabriquées par Renata, une entreprise suisse. L'usine a dit que ces piles avaient été distribuées aux revendeurs entre décembre 1994 et janvier 1995, mais n'a pas pu fournir plus de détails, car il produisait environ 1 million de piles par mois. Chaque pile portait l'inscription W395 faite à la main. Les enquêteurs ont découvert que de nombreux horlogers notaient la date des changements de piles. L'inscription indiquait probablement qu'un horloger, dont le nom ou l'entreprise commençait par W, avait remplacé la pile en mars 1995. Cependant, la police n'a pas pu localiser cet horloger. En 2017, Lars a publié un article sur l'affaire. Les lecteurs du journal VG ont suggéré que le W pouvait être une abréviation d'un mot allemand signifiant remplacer ou substituer et non lié à un nom. Lars a également essayé d'identifier d'autres objets laissés dans la chambre qui pourraient mener à l'identité de la femme. La mallette noire contenant les cartouches avait un petit buffle en métal, faisant partie du logo de la marque allemande Braun Buffel, fabricant d'articles de luxe en cuir. La mallette avait été produite entre 1986 et 1991, mais l'entreprise n'a pas pu dire où elle avait été vendue. Après avoir publié l'article en 2017, Lars a reçu des conseils sur l'origine de l'arme, certains spécialistes affirmant qu'elle pouvait être une copie. Cependant, aucune des pistes fournies par les spécialistes ou les collectionneurs n'a aidé à identifier l'origine de l'arme ou l'identité de la femme. Jusqu'à aujourd'hui, Lars continue de chercher à découvrir l'identité de la femme du Plaza. Il veut résoudre l'affaire et mettre un nom sur sa pierre tombale. Nous arrivons à la fin d'une autre affaire, et cette fois-ci, sans solution. Et vous, quelle théorie croyez-vous? A-t-elle été assassinée ou s'est-elle suicidée? Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo.